À suivre sur RCN, grand écran, Roland Marotel. Bonjour et bienvenue sur RCN 90.7. Vous écoutez l'émission Grand Écran, l'émission cinéma de RCN. Et pour aujourd'hui, on est donc le mercredi 30 octobre. Et comme c'est la dernière émission du mois, dit donc revue critique. Alors, juste avant de quand même faire la revue critique, je vais quand même parler un petit peu, terminer la conclusion sur le cycle du vampire, car on n'a malheureusement pas pu faire l'émission donc la semaine dernière. On va donc terminer un peu là-dessus. Mais juste avant, je vais présenter donc mes chroniqueurs pour cette émission. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Roland, ça va et toi ? Ça va bien, ça va bien. Salut Jonathan, comment tu vas ? Ça va très bien, salut à tous. Et Alexis, comment tu vas Alexis ? Ça va très bien. C'est ta première de cette saison, si je dis pas de bêtises. Oui, la première, ouais. Cool. Bon, tu reconnais bien les locaux de toute manière, hein, ça n'a pas changé. Non, c'est toujours pareil. Juste des nouvelles têtes. Mais... Quand on se trompe pas de porte, ça va. Voilà, quand on se trompe pas de porte, ça va. Et en duplex, pour commencer l'émission, j'ai également Charlotte qui va nous parler du festival du film italien de Villerue. Comment tu vas Charlotte ? Ça va bien, et vous, à Nancy ? Ça va. Il pleut. Okay. Oui, il pleut, il fait moche. Enfin, ça y est, on est en Lorraine, quoi, du coup. Alors, du coup, oui, pour parler du festival italien de Villerue, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus de cette édition, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, c'est la 42e édition de ce petit festival qui est assez gros quand même, qui a commencé le 25 octobre et qui se termine le 11 novembre. Donc, on fait aussi longtemps que Cannes. Voilà, oui. Et qu'est-ce que tu veux que je te parle des films ? Oui, si pour cette saison, la sélection à peu près des films qui forcément sont italiens, vu le titre du festival. Oui, c'est le thème effectivement, film italien, donc présenté en version originale bien sûr. Après, il y a pas mal de choses en fait, il y a beaucoup de films, il y a une compétition, 21 films, il y a différentes compétitions au sein même du compétition du jury jeune. Je t'entends pas très bien Charlotte, juste si tu peux redire la dernière phrase, il y a 21 films, c'est ça ? 21 films en compétition. Oui. Et voilà, donc des premiers, des deuxièmes films, et après il y a d'autres sections, un peu comme à Cannes, donc il y a une section panorama qui présente des films qui sont sortis dans l'année, par exemple on a Le Traître de Marco Bellocchio. Qui vient de sortir aujourd'hui. C'est ça. Ou la fameuse Invasion des ours qu'on a aussi vu à Cannes et qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, Le Mariage de Vérida, qui il me semble à l'affiche, ou voilà, c'est des choses assez variées et en compétition, donc 21 films, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, des choses un peu plus légères comme Il Campione par exemple, sur un duo, un professeur et un jeune footballeur, donc ça va parler un peu à pas mal de monde, donc pas mal de belles valeurs dedans. Et voilà, des premiers films aussi comme Lucania ou Solé que je vous recommande. Tu peux juste redire les titres, j'ai malheureusement pas très bien entendu. Je sais pas si vous m'entendez bien, à Villerue ça capte pas bien. Ouais. Du coup, je parlais de Il Campione de Leonardo d'Agostini notamment, qui a assez bon public mais un joli film. On a aussi Lucania de Gigi Roccati et Solé de Carlo Cerroni, voilà, qui sont mes deux petits coups de cœur à moi, autant sur la forme que le fond. C'est deux jolis films et de perles de premiers films comme ça. Et les festivals servent à ça aussi, à révéler des... Ah, totalement. Et puis surtout on n'a pas forcément l'habitude de voir, voilà. Et voilà. C'est vrai que Villerue est aussi connu et apprécié pour ses grosses comédies. Voilà, et puis comme c'est le cinéma italien, c'est majoritairement des comédies, mais ça montre aussi quand même un côté très éclectique. Il y a quand même du film d'époque aussi, il y a pas mal de films aussi qui revient sur le côté, pas seulement sur la comédie, mais il y a quand même des drames, j'imagine. Oui, tout sur à la fait. section des films. C'est un peu de tout. Voilà, il y a un peu tout. Et puis aussi des films un peu anciens, voilà, avec des rétrospectives, des thèmes, ça ils le font tous les ans. Et voilà, donc ça fait quand même une programmation assez variée, des films qui repassent plusieurs fois, enfin voilà, dans différentes salles et tout ça. Donc venez à Nancy, venez à Villerue.
Ah oui, on vous conseille le cinéma italien de Villerue. Après, il faut aller à Villerue, hein, n'est-ce pas, Jonathan? Mais je te voyais faire un peu faire. Non, mais. Il n'est pas d'accord, Jonathan? Est-ce que tu as vu le traître du coup, toi? Alors oui, moi je l'avais déjà vu à À Cannes. Cannes, ouais. Ouais. Donc c'est le grand film de la mafia, quoi, un portrait Ouais. mafieux. Bon, voilà. Pour ma part, il m'apparaît pas forcément follement original, mais pour ceux qui aiment le genre, et puis l'acteur et Bellocchio, je pense qu'ils seront convaincus. Ok. Puis forcément, je pense que la thématique revient sur le côté la famille aussi, un côté assez mortel derrière C'est ça. tout ça. Ouais, tout à fait, la famille, l'historique. Enfin, c'est important aussi de voir comment l'Italie reste quand même, je sais pas focalisée, mais très, très, Ancré, Ouais. oui. un peu omnubilée par ce sujet-là. Il y a Piranhas aussi. Oui, de ce Claudio film qui est déjà Giovannissi. sorti. C'est ça, qui parle des baby gangs, enfin des gangs de jeunes, donc Qui est tiré du bouquin aussi vers un de futur mafieux, Roberto c'est ça. Saviano, en Ouais, fait. comme Gomorrah, c'est ça, hein. Voilà, C'est exactement, ça. par l'auteur de Oui. Gomorrah, qui avait sorti donc son bouquin l'année dernière, si je dis pas de bêtises, et le film est sorti en mars-avril ou en mai, Voilà. je sais plus. Et Mais nous, oui. là, du coup, dans la rétrospective, enfin, le panorama, et voilà, on voit que c'est un sujet quand même, bon, ça parle aussi du coup un peu de l'adolescence et tout ça, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui marque beaucoup le pays, et du coup, ça transparaît dans les films. Ce qui est bien dans ce Mais festival, pas c'est... que, et du coup, les films dont j'ai parlé au début parlent aussi d'autres choses, Oui, du territoire, de la population, enfin, c'est très varié. Et Sur- il y a vraiment des belles choses. oui. Sur les... Pardon, excuse-moi, vas-y, Jonathan. Non, je disais, c'est un festival qui montre surtout que le cinéma italien est encore vivant, dans le sens où Oui. il y a moins de films peut-être qui sont exportés un peu partout, mais quand on va dans ce festival, on voit voilà, qu'il y a des films peut-être moins connus, qui ne traversent pas les frontières, mais qui ont encore de la qualité. Et là, le traître de Bellocchio, enfin, j'espère qu'on pourra peut-être en parler à la prochaine revue Je critique, pense. parce que c'est le 30 octobre, on n'a pas encore eu le temps de le voir, mais c'est quand même un des derniers grands maîtres du cinéma italien. Donc c'est bien de voir encore ce bon Oui, cinéma tout à italien, fait. quoi. Oui, ouais. T'as raison, et puis c'est vrai que tu disais, ça dépasse pas forcément nos frontières, ce genre de film, parce que là, il y en a pas mal, ils sont pas forcément encore distribués. Mhm. Et un festival, ça sert à ça, et du coup, le festival de Villerue également, il y a notamment un jury exploitant, enfin voilà, c'est des choses, des films aussi qui vont, on espère, trouver preneur en film, parce qu'il y en a, il y a des premiers films, il faut les voir, quoi. Et tu as totalement voilà, raison là-dessus. Ça sert à ça, et le faire un peu, s'implanter un peu plus chez nous. Tu as totalement raison là-dessus. Un festival, ça sert aussi à présenter des films qui vont peut-être pas sortir en salle. Et du coup, c'est vrai que on vous conseille, enfin, en tout cas, moi, je vous conseille, chers auditeurs, c'est vraiment d'aller à des festivals. Alors que ce soit festival italien, où vous aimez plutôt le fantastique et Gérard Armé, ou d'autres. Ok. Mais ça permet de voir aussi des films qui potentiellement ne seront jamais sortis en salle et qui malheureusement méritent une vraie exploitation. Alors, c'est vrai que il y a un côté très attachant aussi avec le festival du film italien de Villerue, parce que ça montre aussi cette évolution du cinéma italien qui a certes perdu avec le temps, perdu la bataille avec les distributions, on va dire, américaines ou autres occidentales, Oui. mais est toujours vivante. Tout à fait. Non, c'est vrai. C'est vrai que t'as bien résumé. Voilà. Et La nécessité. voilà, juste un dernier mot. Que peux-tu nous dire de plus sur ce festival et peut-être les autres films que tu as envie de voir sur ce festival jusqu'au 11 novembre, du coup? Un dernier mot, qu'est-ce que je t'ai pas dit? Écoute, bon, moi, je travaille, mais je suis ici en cinéphile, et du coup, voilà, j'attends de voir le mariage de Verita, par exemple, la fameuse invasion des eaux, pour ma part. Et puis, non, sinon, le festival, c'est aussi une librairie italienne, une restauration, je sais pas, voilà. Puis voilà, moi, ça. Ouais, ça- le je suis côté assez très. attachée aussi parce que c'est implanté dans une petite ville, quoi. Et Très c'est familial. quand même un assez gros truc. Il y avait du coup, la présidente du jury, là, qui était là ce week-end, qui était Agnès Jaoui. Enfin, c'est toujours. Oui. Notre présidente du jury. Voilà. Donc, c'est super chouette d'avoir des gens comme ça ici. Et puis c'est toujours important de signifier que Villerue, donc c'est situé donc tout au nord de la Lorraine, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles d'origine italienne aussi qui sont Oui, tout à implantées fait. là-bas. Donc du coup il y a un côté aussi très géographiquement qui est très très important. Et d'ailleurs Ouais. moi je vous conseille d'y aller au moins une fois, visiter aussi ce festival, et ça permet aussi de voir aussi cette pluralité culturelle que l'on retrouve à travers le cinéma italien. En tout cas, merci Charlotte pour ton intervention. Tu De reviens rien, quand tu veux à écoutez. l'émission.
Ouais, Et pour le coup, je vais vous écouter là, donc ça me marche, vient, ça ok, marche. ouais. Et pour le coup, je te souhaite bonne continuation donc avec le festival et on se retrouve très rapidement, je l'espère, sur grand écran. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci, bonne émission à vous et puis à bientôt pour les autres. Salut. Merci, salut Merci Charlotte. Charlotte, À salut. plus. Alors, donc pour la petite transition, donc vite fait terminer notre conclusion dans le cercle du vampire. Donc, on devait faire la semaine dernière parler de l'exploitation du vampire, car c'est vrai que le vampire en fait c'est de la pure exploitation finalement. C'est devenu un tel mythe que finalement il a été réapproprié dans n'importe quel style. On peut retrouver par exemple, il y a des films qui ressemble de tout à rien. Par exemple, il y a Abraham Lincoln, chasseur de vampires, qui est assez récent d'ailleurs. On retrouvait exactement aussi dans le style de la Blaxploitation, donc le film d'exploitation principalement de genre, mettant en valeur les acteurs de culture afro-américaine avec Blackula. Donc ils vont pas reprendre le côté Dracula, mais ils vont prendre le côté vaudou derrière l'histoire. Il y a la science-fiction, on peut retrouver notamment dans l'anticipation avec Daybreakers, qui était un film assez proche de notre univers, ou encore dans l'espace, il y avait Life Force, un film de Toby Hooper, donc le réalisateur de Massacre à tronçonneuse. Il y a plein d'adaptations qu'on pourrait retrouver, notamment Prise qui est adapté d'un manhwa, donc c'est une BD en Corée, donc l'équivalent d'un manga en Corée, qui est pas très très bon d'ailleurs, mais bref, et autre style, autre genre. Enfin, il y avait des adaptations qu'on en parlait avec Je suis une légende et compagnie, des films d'animation, les films érotiques, forcément fidèles à Jean Rollin, mais la principale force dans l'exploitation du vampire, on le retrouvait facilement avec la parodie, parce que ça permettait donc de se foutre allègrement, on va dire, de la gueule du vampire très rapidement. C'est arrivé dès 1948 avec Abbott et Costello, où Abbott et Costello donc rencontrent Frankenstein, dont l'action se situe sur une île en Floride, oui, parce que Dracula il est en Floride, et qui se trouve en quête d'un nouveau cerveau pour Frankenstein. Donc il y a une comédie complètement loufoque derrière là-dessus. Le film qui va vraiment mettre en valeur le côté parodique, ça va être forcément Le Bal des Vampires, sorti en 67 de Roman Polanski, qui d'ailleurs, le titre original est complètement équivoque, The Fearless Vampire Killers, or Pardon me, but your teeth are on my neck. Voilà, tout simplement. Et d'autres films qui vont forcément là-dessus. Les films franchouillards, comme on les aime bien. Eduardo Molinaro avec Dracula père et fils, avant qu'il fasse des plus gros films. Donc là, on retrouvait notamment Bernard Ménez qui joue le fils de Dracula, campé par Christopher Lee, forcément. Le Distrait avec Pierre Richard. Les Charlots contre Dracula. Ouais, Dracula mort et heureux de l'être aussi. Il faut voir le côté américain, réalisé par Mel Brooks. Donc la parodie avait la plupart du temps cette imagerie gothique, ça se foutait un peu allègrement de la gueule, tout ça, on en trouvait partout, dans tous les pays d'ailleurs, tout simplement. Mais c'est vrai que le vampire a un côté incroyable avec le temps de s'immiscer partout en fait. Et ça montrait à quel point ce n'est pas un genre, c'est une mythologie qui est complètement malléable. Oui, tout à fait. Voilà, on terminait là-dessus. J'ai fermé mon carnet de notes, mais je viens d'oublier que c'est moi qui commence, et avec les Attention. manières, Ça va être salé aujourd'hui. car on va donc faire la revue critique, et le premier film, c'est Gemini Man, le film de Ang Lee, sorti le 2 octobre. Alors l'histoire, franchement l'histoire... en fait l'histoire, le film commence avec le générique le logo de Jerry Bruckheimer. Vous vous dites ah non, je suis pas en 2010, je suis pas en 95, on est en 2019. Alors l'histoire c'est quoi? Donc c'est Henry Brogan, donc tueur pro campé par un certain Will Smith, est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Mais pourquoi il peut prédire chacun de ses mouvements? Parce que c'est un clone. Parce que voilà. Alors ce film c'est un naufrage sur tous les niveaux. C'est impressionnant comment c'est peut-être le pire film d'action que j'ai vu depuis très très longtemps. Alors pour le coup, en fait, le film d'ailleurs, il sort sur de très mauvaises bases en France. Pourquoi? Parce que Ang Lee donc continue sa folie technique, comme il avait réussi à faire. Je trouve qu'il avait réussi à faire avec Billy Lynn, donc le film Dans la vie de Billy Lynn, où il avait fait un film en ce qu'on appelait ça en 3D HFR, donc High Frame Rate. Donc Dans la vie de Billy Lynn, c'était un film qui était en 60 images par seconde, qui était extrêmement fluide, qui pouvait également jouer sur le côté de la perception de l'image à l'écran et le côté très flou, ce qui jouait très bien sur le personnage, notamment avec les PTSD qu'il avait sur ses souvenirs de la guerre en Irak. Là, le film, donc, il a voulu faire carrément du 120 images par seconde. Le problème, c'est qu'en France, on n'a pas ce genre de salle. La Paramount a fait c'est bon, on vous le fait en 60 images par seconde. Les grandes salles l'ont, c'est vrai.
Par contre, en province, c'est pas totalement le cas encore. Alors, pour le coup, et c'est vrai que d'ailleurs, le passer en 60 images par seconde, bah déjà, ça coupe la moitié aussi des images, finalement. Parce que le 120 et le 60, ce n'est pas la même chose. Donc, on a aussi cette impression de fluidité qui a un petit peu disparu, même si ça reste très fluide. Mais c'est pas ça le problème du film, c'est que techniquement, c'est bien, mais le reste... bah, il n'y a rien. Voilà, tout simplement. On a l'impression d'avoir vu juste un film technique pour vanter le nouveau framerate qu'on peut utiliser au cinéma. On a l'impression qu'en fait, le film a été un prétexte, en fait. un prétexte pour montrer, regardez comment on peut rajeunir les acteurs. Alors certes, il y a quelques petits détails sur la bouche qui peut un peu poser problème, mais je trouve que forcément ils ont fait le même principe qui a été utilisé donc dans Miss Marvel, Captain Marvel. Miss Marvel, je connais pas ça. Oui, bah, c'était avant. Miss Marvel, c'est une autre version alternative, ça. Voilà, Captain Marvel et autres, où le principe de rajeunir donc les acteurs. Mais c'est un film daté, scénaristiquement parlant. Je pense qu'en fait, il était dans un placard de Bruckheimer, il prenait la poussière depuis 15 ans. Ils ont fait, bon, on va peut-être le sortir quand même, non ? On va voir qui est l'acteur a envie de se relancer. Tiens, Will Smith, salut, comment ça va ? Tu voudrais bien faire un truc comme ça ? Puis après, Ang Lee est arrivé, fait, ah, bonjour, j'ai envie de faire un truc très technique. Sauf que le problème, c'est que la photo est complètement plate, c'est totalement numérique, c'est laid. Mais laid, il n'y a aucun plan à retenir de ce film, tellement c'est mauvais, c'est mou, c'est bourré de clichés. Tout le postulat et les thématiques que le film tente de traiter est complètement superficiel. Genre, ça va montrer... Oui, t'es énervé, donc, Roland, là. T'es énervé. Là, oui, ça y est, je suis lancé, en fait. Donc, avec Will Smith qui font « Ah là là, j'ai sauvé la meuf. Elle sert à rien pendant tout le film. La meuf, c'est génial. » D'ailleurs, j'ai reconnu à la fin que c'était seulement Mary-Elizabeth Winstead. Elle a pris un sacré coup dans le pif. Pour le coup, donc, on retrouve Will Smith qui fait « Oh là là, je comprends pas. Le mec, j'ai trouvé bizarre. C'est peut-être mon fils. » Mec, s'il y a une logique dans l'histoire, c'est qu'il te ressemble comme deux gouttes d'eau et toi tu dis c'est peut-être mon fils. Quand un mec te ressemble à ce point-là, c'est pas seulement un fils, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Tout le postulat de base, donc les thématiques, ça marche pas. C'est intégralement dénué de surprise. La rencontre entre Will Smith et son clone est aberrant de nullité. Même le questionnement de la parentalité, de l'inné, de l'enseigné n'est expédié de façon didactique. C'est tellement pitoyable. La fin est grandiose de nullité. Le grand fait d'armes, c'était donc la technologie, donc le principe même, mais sauf que la première poursuite, et pourtant Ang Lee, c'est quand même un réalisateur qui sait très bien filmer les scènes d'action, mais la poursuite en motocross, c'est un truc absolument mauvais. C'est légendaire la façon dont c'est dégueulasse à un certain point. C'est-à-dire qu'en fait, il va reprendre avec ses champs contre champs suréclairés. On se retrouve à une scène de combat de moto, l'une des pires des séquences d'action, je pense, qui valorise absolument pas le film, et avec des techniques d'image et d'effets totalement dépassés. Donc en plus, peut-être que c'est aussi l'un des problèmes de ce film, c'est que je l'ai pas vu peut-être dans les bonnes conditions. Certes. Mais voir, par exemple, comment expliquer ça ? C'est comme dans Mission Impossible 2, parce que finalement, Will Smith donc, se casse la gueule parce qu'il s'est pris un avec coup Tom de l'autre. Cruise, le coude sur le flingue, là ouais, où il se retourne. Mais on est presque dans le même style, sauf que c'est pas John Woo. Et en fait, donc, le jeune Will Smith donc, va donner un coup de taquet sur la motocross, on va dire sur le cross-volley, comme ça fait une référence à Jules. Sur l'autre Will Smith qui se casse la gueule, il revient vers lui. Il braque en avant, la roue arrière, il lui fout comme un crochet, quoi, en fait. Et là, en fait, le plan là, le plan où on voit le mouvement de la moto, en fait, le plan où il y a l'impact, il a été réaccéléré d'un seul coup. C'est genre pour redynamiser l'action. Et c'est un truc qu'on voit quasiment plus et qui ne marche absolument pas là-dessus. Et c'est pareil, après il y a Will Smith, donc il est par terre, l'autre revient pour essayer de lui donner un coup au sol, il l'évite, hein, je sais pas comment dire autrement, parce que c'est pas une esquive. Là, le mec, il a fait Matrix à un moment donné. Non, tout est mauvais, c'est incroyablement mauvais. Ce film mérite même pas un 1 sur 10, quoi. C'est une catastrophe. Ce qui est incroyable, c'est que c'est Ang Lee derrière. C'est Ang Lee derrière, ouais, et ça doit être son premier gros échec, parce qu'à chaque fois quand il faisait des films, il y a des très bons films, et des un petit peu moins bons, mais il a toujours, notamment dans les scènes d'action, dans ce genre de choses, il arrivait à passer des petits films d'auteur aux grosses productions quand même avec brio, et là apparemment, moi j'ai pas vu le film, mais rien que la sortie de la bande-annonce, la sortie de la bande-annonce, la façon dont le film a été sorti, ça annonçait déjà pas du bon. Voilà. Le problème, c'est que certes, la Paramount et Ang Lee étaient assez contents quand même que la plupart des salles, notamment en France et en Europe,
commence à développer aussi la distribution en HFR, donc en vraies bonnes conditions. Sauf que le problème, c'est pas tout le temps le cas partout quand même. Et puis surtout que là, forcément, on n'est pas passé de 120, on est passé en 60 images par seconde. Mais même, ça n'excuse pas tout. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même expliquer, c'est qu'au niveau du montage, c'est pas monté à la truelle. C'est monté avec une moissonneuse-batteuse. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une scène où vous avez un plan où la personne a une menace devant lui. Et d'ailleurs, effet de surprise, c'est un autre clone de Will Smith parce que les deux vont s'allier. Et là, il y a un produit inflammable. Tu m'as spoilé, là. Le produit inflammable, donc on imagine qu'on va voir le plan où il va le lancer, explosion. Non, on voit le plan... explosion. Il y a des passages qui, comme ça, sont coupés. On se demande pourquoi. On a l'impression qu'il y a le script. Il a pas fait son taf durant le tournage. Il a fait je crois qu'on a oublié ça. Bon, c'est pas grave. On verra ça ou en post-prod. Est-ce qu'on est sûr du coup que c'est le montage d'anglais? Parce que je sais quand, pas. Quand aux États-Unis, il y a un film comme ça qui s'annonce un peu comme une catastrophe, comme un naufrage, naufrage, des fois, changé son nom. La production récupère un petit peu les commandes et ça donne des films comme ça qui mais c'est un film, mais ils film se de sont dit commande. Que ça allait marcher. C'est un film de commande. Il faut faire ça parce qu'on sait que ça marche et on sait que c'est dans les trucs d'action, c'est ça qui va. Mais c'est incroyable aussi comment aucun acteur est sincère. Aucun acteur. Il y a aucun acteur en fait dans le film. Ils ne jouent pas, ils ne font rien. C'est une catastrophe incroyable. Et finalement, la distribution, comment ils l'ont lancé un peu en catimini, et de se dire on passe après Joker. Je pense qu'on va perdre des royalties, on va perdre du monde. Non, ils n'ont pas que perdu du monde, c'est que personne n'allait le voir. Peut-être à part moi et Jérôme. Salut Jérôme. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est un film très 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 mauvais. Alors, en parlant de films mauvais, Dans les hautes herbes de Vincenzo Natali, donc sorti également le 2, je crois, je sais plus, c'est pas grave. Le 4 octobre, oui, c'est ça, sur Netflix. Eh bien, on continue avec une sortie, mais cette fois-ci pas dans les salles, sur une plateforme en ligne. Eh bien, écoutez, en 97, un personnage pragmatique et perspicace. Lionel Jospin. J'ai décidé de prendre... Non, mais en plus, ça pourrait coller. 97, dissolution de l'Assemblée, il est arrivé, et puis voilà. Désolé. Non, un personnage pragmatique et perspicace de Jurassic Park, Le Monde Perdu, criait à ses camarades « Non, n'allez pas dans les hautes herbes !» Meilleure séquence du film. Mais oui, parce que souvenez-vous, il y avait des vélociraptors qui étaient dans les hautes herbes et qui allaient décimer toute l'équipe. Eh bien, c'est le conseil qu'auraient dû suivre les personnages de ce film, les acteurs, j'entends, et surtout le réalisateur Vincenzo Natali, qui est, comme vous le savez, est le réalisateur de Cube, mais aussi de séries qui sont quand même assez importantes, comme Hannibal, la série avec l'acteur Mads Mikkelsen, merci beaucoup. Orphan Black, Westworld ou alors The Strain, dont on avait parlé il y a quelques semaines sur les vampires. Donc, on se retrouve avec un film adapté d'un roman de Stephen King, sorti avec Patrick Wilson et Laisla de Oliveira. L'histoire, pour faire simple, c'est un frère et une sœur qui s'arrêtent sur le bord de la route, devant une chapelle, pour porter secours à un jeune enfant qui, en apparence, est perdu dans un champ. On va se retrouver donc avec des personnages qui, bêtement, se disent « Allez, go, on écoute notre cœur, on écoute notre conscience, on va porter secours à un jeune enfant dans ce champ. » Et à partir de là, ça part complètement en cacahuète. Il n'y a plus rien dans ce film qui donne envie. Si peut-être la première partie, c'est sympa, il y a un petit huis clos à l'intérieur des hautes herbes, mais ça part complètement en cacahuète. C'est complètement aseptisé. C'est totalement aseptisé. Il y a finalement pas de scénario. Ce que je veux dire, on ne comprend plus où le film veut en venir. Et voilà. Parce qu'il part dans tous les sens. Ça part, concrètement, ça part dans tous les sens. Je vais d'abord commencer par les points positifs. Les plans sont soignés, c'est quand même, c'est pas n'importe qui quand même qui s'occupe de la réalisation. L'ambiance pour la première partie du film est assez oppressante. C'est sympa, on comprend pas trop, et puis on est dans le doute. On se dit, mais est-ce qu'ils vont trouver finalement cet enfant ? Mais pourquoi ils sont là ? Parce qu'on apprend qu'il y a une histoire de bébé qui va arriver, mais on sait pas. Voilà, c'est assez obscur et c'est sympa, ça donne envie d'en savoir plus. L'actrice, c'est un des points positifs que j'ai noté, surtout Laisla de Oliveira, qui joue vraiment très bien, je trouve qu'elle est assez sincère dans l'interprétation. La photographie est par moments assez jolie sur les plans de jour. Ouais. Parce qu'on y reviendra pour les plans de nuit.
Et évidemment Patrick Wilson, donc l'acteur de Conjuring et de Insidious, qui est de toute façon qui est un très bon acteur et qui est toujours excellent. Les points négatifs, une seconde partie qui part en vrille, mais vraiment milieu du film. Ce que c'est génial, c'est que on se dit tiens, il y a un truc ésotérique, tiens, on se dit Il y a tiens, de il y a la une métaphore. explication métaphorique, Mais on a il y a plus un d'infos. peuple de l'herbe, il y Un a peuple néolithique. peut-être une explication scientifique avec des gros plans CGI de globules rouges, Et abominable mais d'ailleurs. finalement en fait Mais non. Il n'y a rien du tout. Finalement, le film essaye à un moment de s'inscrire sur la temporalité et sur le voyage à travers le temps, mais qui est complètement aléatoire. Non, mais il n'y a même pas d'explication en fait. On vous montre des personnages arriver à un instant T dans un endroit. Et au final, on vous les remet mais des semaines avant et des mois après. Et finalement, ils revivent la même action encore des mois après. Et un nouveau personnage qui va faire son arrivée. oui, il y a le passage de boucle temporelle, sauf que Ouais. je sais bien que c'est un film fantastique, il n'y a pas besoin forcément Mais là, on a d'explication, rien. sauf que le problème c'est que quand on part dans tous les sens, ça laisse le spectateur complètement en dehors de l'autoroute. Hein. Tout à fait. C'est enfin moi j'ai l'impression d'être comme un clébard abandonné sur une voie d'autoroute en plein été quoi. Ah oui, mais complètement. Et si on veut continuer l'allégorie du chant, le film, à l'image du chant, il est complètement en friche. Il est laissé en friche en tout cas. Il y a vraiment trop d'histoires de méta. Comme j'ai dit, les effets, c'est pareil. Ça part complètement en vrille aussi. Il y a... Sans spoiler, vous verrez, ça part limite en film catastrophe. En tout cas, on vient vite déborder et empêtrer Ouais. par tout le superflu de ce film avec des dialogues qui sont très bas de plafond, des acteurs qui sont parfois dépassés par le vide scénaristique. Sauf Patrick Wilson qui joue son personnage à fond et qui quand même est assez convaincant dedans. Et ça se ressent que les personnages en tout cas sont débordés. Dernier mot là-dessus. Et ben en tout cas pour dans les hautes herbes, on a vite envie au fur et à mesure du film que les hautes herbes se fassent tailler. En tout cas pour nous, c'est ce qu'on vient de faire. Oui, voilà, tout simplement, c'est parfait. Merci Clément. Alors, on va donc continuer avec non pas un autre film Netflix, mais un film français, Chambre 212, film de Christophe Honoré, sorti le 9 octobre. Alors, ouais, donc Chambre 212, donc 12e film de Christophe Honoré, à qui on doit Dans Paris, Les chansons d'amour, encore La belle personne. Donc le pitch, l'histoire c'est quoi? C'est celle de Marie, qui est une prof de droit, interprétée par Chiara Mastroianni, Mhm. qui est une espèce un peu de Don Juan au féminin, qui a de multiples aventures avec ses élèves. Et donc, pour elle, c'est pas très grave, parce que pour elle, il y a une espèce d'accord tacite avec son mari, qui est Benjamin Biolay. Comme quoi, lui fait pareil et que il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Lui n'est pas au courant et n'est pas du tout pareil. Et il s'aperçoit un soir de la supercherie. Il le prend pas très bien, évidemment. Et plutôt que de s'infliger des longues disputes, tout ça, Maria va donc prendre ses affaires et aller dans l'hôtel en face. L'hôtel qui donne d'ailleurs vue sur leur appartement à tous les deux. Donc elle voit son mari qui est déprimé tout seul chez eux. Et puis elle va faire un petit peu le bilan de sa vie amoureuse, de sa vie tout court, dans cette chambre d'hôtel, la chambre 212, comme le nom du film. 212 parce que c'est l'article comme quoi les maris se doivent fidélité, tout ça, machin. Donc dans cette chambre, ça va être un petit peu un huis clos, du coup, où il y a des personnages vivants, morts, qui vont intervenir pour aider Maria donc, à faire un petit peu la questionner un peu sur ses choix de vie, sur ses projets. Et donc voilà, on part un petit peu en huis clos comme ça dans ce droit. Alors comme ça fait pas rêver, comme pitch de film, je suis d'accord. Ça peut faire un peu badé limite. Oui, il y a un petit côté un petit peu irréel dans le film, donc ça fait pas rêver parce que du coup on se dit que ça va être encore un film un peu, voilà, un petit peu avec les Parisiens, avec un peu les clichés du film où le réalisateur se regarde le nombril, où ça raconte pas grand-chose, ça, c'est un petit peu estampillé Nouvelle Vague. Alors c'est pas complètement faux parce que ces clichés sont là, mais c'est pas complètement vrai non plus parce que ces clichés n'empêchent pas le film d'être réussi, je trouve. C'est une bonne surprise. Si vous n'avez pas aimé les précédents films de ce réalisateur ou les films Nouvelle Vague, si vous détestez tout ce cinéma-là un petit peu, vous n'aimerez pas ce film a priori. Par contre, si vous avez rien contre, moi, personnellement, c'est pas le genre de film qui m'intéresse le plus, même de moins en moins. Donc, j'y suis allé un peu à reculons. Et j'avais tort parce que j'ai passé un bon moment. C'est un film qui est bien joué, qui est bien écrit, qui est bien réalisé. C'est pas une claque ou le film du siècle du tout. Hein. Mais on passe un bon moment puisque
c'est une comédie qui repose un petit peu sur les ficelles de la screwball comédie un peu à l'américaine, en apportant une petite touche comme ça d'irréel, de féerie, qui donne un ton, une espèce de liberté de ton. On sait que ça va être un huis clos, mais on ne sait jamais dans quelle direction ça va aller, si on est dans le rêve, si on est dans la réalité, tout ça. Et donc du coup, ça donne un ton léger, on passe un bon moment, mais il y a quand même une dimension derrière, une étude un peu du couple, une dimension un peu mélancolique qui est sympa. Donc je conseille ce film, même si sur le principe, c'est pas le film. Si on va une fois au cinéma par mois, c'est vrai qu'on a plutôt envie de voir un film peut-être qui bouge un peu, tout ça. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais moi j'ai passé un bon moment et c'est une bonne surprise, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être sympa. Et bah voilà, tout simplement. Alors en parlant de bonne surprise, on verra peut-être pas El Camino de Vince Gilligan, sorti donc le 11 octobre sur Netflix. Eh bien, c'était pas une bonne surprise du tout, Oh. malheureusement. Donc moi, j'attendais pas grand-chose de ce film parce que j'avais tellement pris une claque avec Breaking Bad que ça me paraissait un peu compliqué de passer derrière. Surtout 7 ans après. Voilà, en plus la avec le temps qui a passé, la conclusion pour moi était se déjà suffisait bien, à elle-même. voilà. Voilà, c'était très bien comme ça. Refaire un film là-dessus, est-ce que c'était indispensable Voilà. Bah écoutez, non, pas du tout. Enfin, c'est vraiment, pour moi, ça a été un épisode chiant de Breaking Bad, comme il y a pu en avoir un peu dans la série. Voilà, ces fameux épisodes où il se passe pas grand-chose, où l'intrigue est laissée de côté pour aller vers une sous-intrigue très secondaire avec des personnages complètement secondaires. Et voilà, avec des dialogues plats, sans vrai relief, sans gros suspense qui nous déboîte un petit peu la tête. Donc voilà, on retrouve un peu Aaron Paul dans son rôle titre, qui a pris du poids malheureusement, donc ça colle pas trop. C'est pas le seul, hein. C'est pas le seul. Et c'est pas le pire, hein, parce que Jesse Plemons qui joue Todd, il est bibin de messe. Il est, mais c'est carrément enflé. C'est exactement lui. C'est abusé tellement. Ils ont pas fait un effort là-dessus parce que c'est censé être des flashbacks et au final on se retrouve avec des acteurs qui ont du poids en trop. Donc niveau immersion, on n'y est pas du tout. Tout le long du film, on voit défiler les petites croix sur le cahier des charges. C'est complètement ça. On a Skinny Pete et Badger, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. On a Herman Trout, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose, etc. etc. Lui, c'est expéditif en plus. Mais c'est complètement expéditif. On a... je peux spoiler ou pas? Oui, vas-y, spoil. On a évidemment, c'était après Walter White, évidemment. Donc ça, c'est pareil, on coche dans une scène qui n'a rien à foutre là. Après l'enchaînement, je trouve qu'il y a une certaine narration qui porte en fait sur la psychologie du personnage, donc d'Aaron Paul. Parce que finalement, en fait, c'est vrai, ce film, faut le voir comme un espèce d'épilogue, tout simplement, même si la fin de Breaking Bad suffisait à elle-même. Oui, complètement. Mais c'est vrai que je trouve que ça respecte quand même l'esprit et l'œuvre de base. Ça reste Vince Gilligan derrière. Mais c'est vrai que... je l'ai trouvé trop timoré, moi, pour le coup. Parce que quand on voit Breaking Bad, quand on voit Better Call Saul derrière, où il prend un malin plaisir à torturer ses personnages, à les tordre vraiment dans des phases là, j'ai hyper l'impression dramatiques. qu'il s'est dit non, faut faire un truc. Il faut être gentil avec Jesse. Voilà. Faut être gentil c'est une avec belle lui. conclusion Voilà. pour Jesse. Voilà. Le côté, il a quand même passé des mois enfermé dans une cage à fabriquer de la mette, accroché à un câble. Le côté post-traumatique, on le voit à certains moments, mais c'est tellement timide. C'est tellement timide et pas assez fouillé que du coup, on n'y croit pas trop. Quoi. L'immersion, elle est quand même assez. Trop vite la confiance et trop vite la confiance. L'immersion, on la voit en fait par plusieurs principes de flashback. Les flashbacks, comme le plutôt. personnage avec Todd, c'est quand on le voit à un moment donné avec l'arme à la main, on se dit tiens, mais non, en fait ça permettrait de montrer en fait à Jesse qu'il était encore faible, qu'il était encore dans cette psychologie de servitude, qu'il était complètement détruit. Et en fait, le revoir, notamment avec cette espèce de c'est même pas un gunfight à la fin, mais c'est une espèce de Mexican stand-up où en fait il va abattre froidement l'autre personnage. On voit que voilà, ça y est, c'est bon, maintenant c'est devenu un tueur, qu'il est devenu plus froid. D'ailleurs, en fait, il y a un truc qui est très important en fait finalement, qui se voit d'ailleurs beaucoup avec le réalisateur Vince Gilligan, c'est aussi l'aspect visuel.
Ah oui, ça. Là, le personnage de Jesse, en fait, il est tout le temps habillé en noir. Parce qu'on sait très bien que maintenant, ça y est, il est devenu sombre. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait réussi à faire avec le personnage de Walter White, qui était très coloré avant, même en slibard blanc. Et finalement, à la fin, il mettait des vêtements beaucoup plus sombres. C'est pour montrer aussi le côté psychologique derrière. Mais c'est vrai que faut le voir comme un épilogue. Malgré le soin porté à l'écriture, à la réal, le film garde, selon moi, le côté mercantile derrière. Faut pas déconner. C'est assez beau au niveau de la photographie. On voit les beaux paysages du Nouveau-Mexique et tout ça. Il y a des jolis plans aussi. C'est pas... On retrouve un petit peu la patte qu'il y avait avec les POV shots, les trucs comme ça. Tout simplement. C'est plutôt chouette, mais bon, tout va trop vite. Ça s'enchaîne de manière trop facile. Ils croisent pas un flic pendant tout le film. Les situations se résolvent, on va dire presque d'elles-mêmes. Ils croisent un type qui vient comme lui récupérer du pognon. Écoute, oui, on est criminels tous les deux. Écoute, je te laisse ton tiers et puis casse-toi, quoi. Il y a même pas forcément de difficulté auquel il doit faire face. Le raisonnement, la déduction de Jesse pour l'argumentaire qu'il utilise justement pour lui dire tu vas me laisser, moi je sais où est le pognon et puis. C'est un peu fastoche, quoi. En tout cas, quand on a eu Breaking Bad derrière où il y a eu des personnages tellement archétypaux et en même temps qui savaient exploser dans des scènes vraiment dantesques. Gus, tous exploser littéralement. Littéralement, mais tous, quoi. Je veux dire, il y a une scène que je retiens. Là, c'est trop timide. Il y a une scène que je retiens quand même dans le film, c'est où on retrouve une scène de flashback où en fait il est attaché à un rail. Bon, cette scène-là, elle est quand même vraiment bien fichue pour le coup. Qui doit essayer de jeter en l'air. Et puis qu'en fait, l'autre, il le teste pour qu'il doit essayer de voir s'il peut s'enfuir. Et en fait, forcément, il se détruit là. Ah, mais il y a quelques scènes sympas pour le coup. Même le début où il retrouve ses deux potes, machin, où il s'écroule sur le lit littéralement. Quand il va sous la douche, machin, tu sens vraiment le sur lui. Tu sens vraiment le côté brisé du personnage qui a juste besoin de s'écrouler et de revivre, quoi. Et qu'on connaissait déjà avec la série. C'était vraiment, je pense, le personnage le plus brisé de Breaking Bad d'ailleurs. C'est celui qui a le plus mangé, oui, complètement. C'est-à-dire, à la fin, c'était c'est une belle conclusion pour Jesse, en tout cas, moi je trouve. On va s'arrêter là-dessus. On va pas non faire une pause BO. Comme tu peux le voir, Thomas, on est un peu en retard. Donc on va enchaîner tout de suite avec Banlieusard, le film de Kerry James et Leila Si, sorti le 12 octobre sur Netflix. Alors, donc Banlieusard, écrit et réalisé par Kerry James, co-réalisé par Leila Si, qui s'occupe ces dernières années de faire ses clips. Kerry James, ceux qui ne connaissent pas, avant tout, c'est un rappeur. On lui doit plusieurs classiques du rap français, notamment quand il était avec Ideal J, Le combat continue avec DJ Mehdi. Plus récemment, une chanson, plusieurs chansons, comme d'ailleurs Banlieusard et Lettre à la République, qu'on entend dans le film. Alors, je suis pas objectif du tout sur Kerry James, sur sa musique, parce que moi, j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune et je continue encore aujourd'hui. Simplement, on pouvait sentir dans sa façon de faire de la musique qu'il allait forcément, à un moment donné, passer à la réalisation. Pourquoi ? Parce que son univers musical est influencé par le cinéma, pas simplement par des références, mais aussi dans la manière d'écrire. Il fait des chansons qui, parfois, font 10 minutes, qui fonctionnent très comme... visuel, finalement. Comme L'Impasse. On imagine très bien. Voilà, c'est ça. C'est des petits films comme L'Impasse ou Deux Issues. Donc, alors, j'étais curieux de voir le fait qu'il allait finalement pouvoir faire un film. Curieux, mais aussi inquiet quand j'ai vu que c'était Netflix qui produisait. Parce que Netflix, on en a déjà parlé là. Et c'est pas fini. C'est ça le pire. S'il y a des beaux films Netflix, personnellement, je les ai pas encore vus. Il y a certaines séries que j'aime bien, mais les films, souvent, pour l'instant, j'ai tout le temps été déçu, quoi. Donc, alors, juste un mot sur l'histoire. Donc, c'est l'histoire de trois frères, la famille Traoré, qui vit en banlieue. On a le grand frère qui est interprété par Kerry James, qui est un gangster, clairement, enfin un petit gangster, on va dire, qui règne un peu sur le quartier avec d'autres. On a le second qui, lui, à contrario, est un peu le fils idéal, qui a choisi d'être étudiant en droit, qui est un peu, qui fait aussi dans le film un concours d'éloquence. C'est un peu la toile de fond du film. Et il y a le dernier, qui est un ado qui se cherche, qui est collégien, qui est en échec scolaire, qui commence à faire quelques petites conneries. On imagine qu'il est plus influencé par l'aîné. Et il est plus intéressé par l'univers de l'aîné. Donc voilà, les frères vont un peu se déchirer, se retrouver un peu. Je vais pas en dire plus sur le film. Est-ce que j'ai aimé le film ? C'est vraiment mitigé. C'est un film vraiment honnête, un film sincère, mais bancal et très maladroit.
On va passer d'une scène assez émouvante qui est réussie à une scène où on est vraiment presque dans l'amateurisme, quoi. Donc c'est vraiment dommage. Et là, je suis obligé de reparler de Netflix. C'est pas pour m'acharner, dans le sens où sans Netflix, le film n'aurait pas vu le jour. C'est-à-dire qu'Kerry James a répété plusieurs fois en interview que ça faisait des années et des années qu'il essayait de monter un film. Personne ne croyait en lui, enfin personne n'a cru en le projet. C'est les seuls qui ont cru. Donc sans eux, le film n'aurait pas existé. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne sont pas vraiment donné les moyens pour que ce film existe réellement. Là, c'est cheap. Il y a vraiment un côté un peu discount. On est sur une production qui fait plus un peu film TV, voire long clip en termes de moyens. Et ça empêche l'immersion dans l'ambiance du film, clairement. Parce que du coup, cette sincérité qui est évidente dans le film, elle est gâchée par la forme, quoi. Donc le manque de moyens, c'est pas le seul problème du film, c'est pas la seule excuse, c'est pas une excuse, il y a aussi vraiment un manque de maîtrise et d'inspiration en termes de réalisation. Après, c'est pas non plus, c'est pas un navet du tout, c'est un film qu'on peut aimer et tout. C'est un film où au final on ressort plus in fine avec la qualité du fond l'emporte sur la maladresse de la forme. Voilà. Donc au final, ça vaut quand même le coup, mais je trouve que c'est vraiment dommage, on en a déjà parlé, que ces films Netflix, quelque part, ils permettent à des projets d'exister, mais pas complètement. Parce que c'est pas le film qu'ils voulaient faire. C'est limité, quoi. C'est le film Banlieusard, il aurait dû être nettement mieux, et ça n'a pas été le cas à cause vraiment en bonne partie des moyens, et peut-être aussi que Kerry James et Leila Si auraient dû ne pas le réaliser, je pense. Pourquoi ? Parce que par exemple, on voit dans le film, il y a une apparition de Mathieu Kassovitz. Une petite apparition, on se dit ben voilà, il aurait fait quand même beaucoup mieux avec pas forcément beaucoup plus de moyens. Là, c'est un premier film, c'est un premier jet, et ça se sent vraiment qu'ils n'ont pas la maîtrise nécessaire, surtout qu'ils jouent en même temps dedans, et ça reste compliqué. Voilà, c'est ça. Alors pour le coup, enchaîner avec un autre film qui est complètement différent, Shaun le Mouton, le film La Ferme contre-attaque de Will Baker et Richard Fellan, sorti donc le 16 octobre. Alors l'histoire c'est quoi ? On retrouve l'histoire de Shaun le Mouton, donc si vous connaissez pas, je vous conseille de voir les petits films d'animation créés par le studio Hardman, qui est un studio absolument fantastique. Alors l'histoire, donc c'est un petit vaisseau spatial qui s'est écrasé près de la ferme de Shaun, à son bord Lula. Shaun et le troupeau vont donc tout faire pour aider Lula à rentrer chez elle. Alors bon, c'est un petit film d'animation tel que fait Hardman, donc c'est du stop motion, pâte à modeler, même s'il y a quand même quelques touches de numérique un peu trop voyantes, ça reste plaisant à voir. Le film reste un vrai produit Hardman, donc pour le coup... C'est leur vraie touche personnelle. Pourquoi ? Parce que on retrouve la force du film et la force du studio, sa richesse et ses gags visuels. Aucun dialogue, tout est visuel, c'est hyper chatoyant. On s'y prend tout de suite au jeu dès le départ. C'est un film qui convient finalement autant aux enfants qu'aux parents. D'ailleurs, je pense que ce film est fait pour que les parents puissent amener les enfants au cinéma. Pourquoi ? Parce que finalement, on retrouve énormément de références de science-fiction, telles 2001, Rencontre du troisième type, E.T., etc., etc. J'y ai pris plaisir comme un gamin, quoi, parce que c'est un studio que j'apprécie énormément, et même si les moins bons, comme par exemple les Techroman, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de fascinant derrière leur studio, la façon dont ils arrivent encore à trouver des idées pour maintenir ce côté très artisanal en fait dans un monde où on est maintenant quasiment tout au numérique, et ça je trouve ça impressionnant pour le coup. Donc voilà, ça c'est fait parce que on a un gros morceau juste après, donc Joker de Todd Phillips, donc le film du mois je pense, sorti donc le 16 octobre, je sais plus. C'est ça. Le 11 octobre. Le 11 octobre, pardon, octobre, je me suis gouré de date, oui c'est ça. Alors Joker, écoutez, voilà, ça va être compliqué. Bon courage. Pour moi c'est un grand film comme on n'en a pas vu depuis longtemps. Pour moi, je suis pas fan de films de super-héros par rapport aux productions qu'il y a maintenant, Marvel et compagnie. On est très mais loin. Mais là, on en est hyper loin. J'ai retrouvé un peu la démarche qui avait été faite avec Incassable, où on prend vraiment une situation
vraiment des situations très lambda, des personnages très lambda qu'on pourrait croiser dans la vie de tous les jours. On en fait un drame humain mais complet, et de là émerge une thématique un peu qui raccroche les wagons avec des comics ou avec des films de super-héros. Donc là, c'est vraiment un drame complet où on va suivre la vie d'un petit monsieur qui s'appelle Arthur Fleck, qui est clown de rue, qui va offrir diverses prestations pour des petites boutiques, homme pancarte, etc., ou clown d'hôpital. Et qui est atteint, je pense, d'une bonne psychose vu comment il se comporte dans son quotidien. Fumer clope sur clope, il se balade à moitié à poil chez lui, il vit encore chez sa mère. C'est un monsieur qui a l'air vraiment très 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 triste et très en proie à ses soucis mentaux. Et il va commencer peu à peu à perdre pied à la faveur de différents événements qui vont arriver tout au long du film, pour arriver à ce qu'on connaît par rapport à la bande-annonce, à devenir le Joker, proprement dit. À devenir une espèce d'icône des laissés pour compte, une icône des pauvres, une icône des gens qui sont dans la galère tous les jours, et qui va involontairement mettre le feu à la ville, quelque part, qui va provoquer une révolution de ce petit peuple-là contre les riches, contre l'ordre établi. Oui, parce que finalement, pour vulgariser, ou peut-être pas, mais c'est un film sur l'humiliation, sur l'impunité totale dans laquelle se croient en fait les plus puissants en fait, face aux plus faibles. Là, c'est très actuel. Et voilà, c'est un film qui se déroule, on a l'impression, on va dire fin des années 70, début 80, et finalement très actuel. On a l'impression, jusqu'à ce que la coupe soit pleine et que la révolte surgisse, ce qui va forcément arriver. Beaucoup d'influences scorsésiennes dans ce film. Oui. Ça fait très Taxi Driver. Assumé et parfaitement digéré. Surtout la valse des pantins, et aussi forcément Taxi Driver. Ce qui est impressionnant en fait, c'est un film qui est porté par son acteur. Ah oui, complètement. Totalement. L'interprétation de Joaquin Phoenix est totalement démente, une force d'improvisation incroyable. Il a gardé d'ailleurs pas mal de séquences durant ce film, Todd Phillips. La danse dans les toilettes juste après le premier meurtre, c'est de l'impro. Le frigo. Quand il s'enferme dans le frigo, c'est de l'impro. C'est un acteur absolument terrible dans tout ce film. Il réinvente le mythe d'ailleurs du Joker, parce que finalement il est quand même passé après 3 acteurs, c'est quand même pas rien. Le film, d'ailleurs, finalement, va-t-il être ce qu'on appelle un game changer, donc c'est-à-dire est-ce qu'il va changer un peu ce que l'on voit en termes de production de base, parce que finalement dans ce monde hollywoodien où le film issu de BD super-héros a pris le pouvoir et se comporte d'ailleurs avec un certain mépris artistique, là on est vraiment sur autre chose, et qui finalement est porté par un personnage iconique de la BD. Et un anti-héros. C'est un bon film que l'on peut vraiment qualifier d'ailleurs d'auteur populaire, parce que je ne sais pas comment le dire autrement. Je trouve quand même qu'il y a quelques défauts. Je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre, je ne peux pas dire que c'est un chef-d'œuvre pour ma part, mais c'est un film très important. C'est un film qui va redistribuer sûrement les cartes aussi à un moment donné, parce je l'espère. Que les gens ont eu l'air de beaucoup l'apprécier, même la vision du Joker, la façon au Chili surtout. Ouais, ou surtout au Chili, ouais. Non, mais je veux dire, la façon, comme je disais tout à l'heure, c'est un film qui est très actuel, qui est très en phase avec son époque. Je veux dire, on pourrait voir un bon gros doigt d'honneur à l'administration Trump, notamment, par rapport au mépris qu'il a des classes populaires, des immigrés, etc. Donc on voit de plus en plus de masques de Joker se pointer dans des manifs, etc. Donc au niveau populaire, ça a eu quand même un gros impact. Après, est-ce que ça peut changer ce que va attendre le public d'une production comme ça, de super-héros, où on voudra quelque chose de plus soigné, plus léché, plus travaillé, que des grosses couleurs, des gros effets, moins cons. J'osais pas le dire. Non, mais intelligent. Mais plus intelligent, plus réfléchi. C'est très malin. C'est la grande bonne nouvelle de ce film. Au-delà qu'on dise c'est un chef-d'œuvre, c'est pas un chef-d'œuvre. Moi, comme toi, je pense que c'est un très bon film. C'est un très bon film. Mais ce qui est bien, c'est que le succès de ce film est important, parce que si on regarde tous les films qui ont fait 1 milliard, 2 milliards de bénéfices, là c'est les Marvel, c'est les choses comme ça, où on est exactement dans ce que Scorsese disait, les parcs d'attractions, les films parcs d'attractions, où vous avez une scène, une blague, une scène, une explosion, du fond vert,
Et là, on est en train de voir qu'un très bon film, qui est un film un peu lent, qui est un film qui repose sur une étude psychologique, une étude de la ville. Et qui est plutôt bien amené d'ailleurs. Qui est très bien amené, qui est bien joué, qui est léché en termes de réalisation, a du succès. Il n'y a pas une explosion toutes les 2 scènes, et pourtant, il cartonne au box-office. Et c'est ça surtout, je trouve, la bonne nouvelle, ce que tu disais que c'était un peu un game changer. On va pas dire que tous les films à gros public vont changer, évidemment, c'est même peut-être l'inverse. Mais de se dire que ces films-là peuvent avoir du succès, c'est déjà important, surtout quand on voit les influences du film. On parlait de Taxi Driver, de La Valse du Pantin. Le réalisateur dit en interview aussi qu'il s'est inspiré du New York de Serpico, d'un après-midi de chien, à savoir des films qui étaient très bons, qui avaient des succès d'estime, des succès critiques et aussi des succès populaires. Et là, on est exactement dans ce qui l'a influencé, se retrouve pour lui, à savoir un film qui a un succès critique et populaire. Et ça veut dire, voilà, c'est un message qui est lancé. Est-ce qu'on peut retrouver une conciliation avec un certain nouvel Hollywood ? On ne sait pas. Peut-être que ça pourrait arriver. Faut pas rêver, mais c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Dernier mot ? Moi, il y a juste un truc que j'aimerais dire sur Joker qui m'a vraiment bouleversé après le film, c'est la BO. C'est d'avoir réécouté la BO qui est composée par la jeune violoncelliste Hildur Njadottir. Je le prononce pas bien, mais c'est ça. Cette année, elle a fait Tchernobyl quand même, qui est hallucinant. Et là, cette BO là, même dans la composition, donc comment c'est fait, c'est intelligent. C'est le cheminement. Vous la réécouterez, vous avez vraiment l'impression de redécouvrir certaines scènes du film, notamment la première où il se fait défoncer par les enfants. Il y a un côté rituel, un côté rythmique qui donne limite une notion d'enterrement, vous savez, de funérailles. Plus il sombre, plus la musique. Exactement, c'est ça, et c'est elle est très stressante, beau. Quoi. Il y a de la renaissance. Enfin, c'est extrêmement intelligent à ce niveau-là aussi. Et surtout comment ils ont réussi, comment Todd Phillips a réussi à la réorganiser par rapport à la gestuelle ou aussi au rythme des plans et l'escalier aussi, quoi. Cette scène, la scène des escaliers avec la musique de Gary Glitter aussi. Et d'ailleurs, je devais passer la musique de Gary Glitter, mais quand je vois l'horaire, ça passera pas. Mais c'est vrai qu'il y a une gestuelle phénoménale dans ce film. C'est ça qui est incroyable, Phoenix, c'est un acteur qui est troublant, la façon dont il joue, mais il est gracieux. Il est gracieux, il est très pendant gracieux. La première moitié du film où c'est Arthur Fleck, il a les traits tirés, il se tord le visage dans tous les sens. Premier truc, quand on le voit derrière, à côté de son placard, dans les vestiaires, on a l'impression de revoir Christian Bale dans The Machinist. Il fait ses lacets, là. Il est affreusement maigre, il est enlaidi par sa maigreur et ses traits tirés. Et quand il arrive sur le plateau du présentateur de talk show, il est maquillé en Joker, il est habillé, il bouge différemment. Il est coloré. Mais surtout il est beau. Il dégage un charisme de dingue. Il a une présence à l'écran qui te saute à la figure. Cette scène-là, j'ai souri tout du long, quoi. J'aurais pu tomber du strapontin tellement j'étais sur le cul. Mais on a tous, je pense, ici en plus, on a tous à un moment donné rigolé. Ça, le pire, c'est que c'est un film qui est extrêmement dramatique. Quand il se prend la porte. La chaînette. Il y a un côté très noir aussi. C'est bien sûr. Ça fait longtemps que j'avais pas ressenti ce genre. C'est drôle, mais c'est crasseux, quoi. C'est hyper dramatique comme truc. Cette année, entre celui-là et Midsommar, dans les genres-là, je ne l'ai pas encore vu, celui-là. Mais... il faut dire un tout petit mot juste sur le réalisateur. C'est-à-dire que très surprenant. Quand il y a 2-3 ans, ils ont dû annoncer, je sais pas, sur Twitter, je sais pas quoi, moi que j'étais hyper sceptique. Le mec qui avait fait Very Bad Trip allait reprendre le Joker, je pense que ça a fait rigoler tout le monde. Peut-être que même nous on s'est dit on est exactement dans le truc de la production de super-héros en ce moment, et en fait il a donné tort à tout le monde. J'étais hyper sceptique, mais à culpa, c'est magnifique. Alors on va continuer donc avec un autre film pourri. Eli de Ciarán Foix, sorti donc le 18 octobre sur Netflix. On va vite l'expédier aussi, celui-ci. Écoutez, je vais juste lire le synopsis parce que c'est le synopsis officiel. Atteint d'une maladie rare, un jeune garçon, Eli, et je fais exprès de dire Eli, et ses parents Rose et Paul s'installent dans un établissement isolé tenu par le Dr Horn. Subissant des traitements douloureux, il se lie d'amitié avec une jeune fille de son âge qui lui apprend notamment qu'aucun patient du docteur n'est jamais ressorti vivant de la clinique. Tiens donc. Ils découvrent ensemble qu'effectivement ils sont tous décédés lors du 3e et dernier traitement qui s'avère mortel. Ça alors. Ils sont brûlés vifs lors d'un rite sacrificiel. Inquiets de son sort, ses parents refusent de le croire. Évidemment, un enfant de 10 ans, et pense qu'il délire à cause des examens médicaux. Mais le jeune homme, qui souhaite s'échapper, s'apprête à découvrir une horrible vérité sur lui-même.
lui-même et ses parents. Voilà, c'est le synopsis officiel. En fait, la fin, c'est le fils de Satan. Il détruit tout le monde, à part sa mère et la gamine rousse qui était là. Exactement. Oh merde, Oui, viens de c'est un spoiler le ersatz truc. de la malédiction pour changer. Là, il vient de vous donner la fin et c'était le truc que je voulais pas spoiler en plus. On s'en fout. Mais on s'en fout. Mauvais ce film. Ça tombe dans le cliché. On est dans la même merde que dans Les Hautes Herbes. Tout dans le fond, enfin tout dans le concept, rien dans le fond. Rien dans le fond. C'est nous qui nous l'apprenons. Oui, totalement. Mais moi, ce qui me fait chier, je suis désolé, là je me vénère, mais Kelly Reilly, c'est une excellente actrice. Elle fait rien du tout pendant tout le film. Elle est potiche, ils l'ont massacrée. Elle est massacrée, elle est complètement massacrée. Seul point positif que j'ai trouvé, c'est le jeu du gosse, qui finalement pour son âge est quand même assez convaincant, même si il va faire que crier et avoir peur. C'est le seul point positif. Mais c'est le seul point positif du film, c'est le gamin. Et même l'actrice dont Roland parle, ils ont tout misé là-dessus. Hein. Mais oui. Mais Kelly Reilly, c'est une grande actrice. Dans Eden Lake avec Michael Fassbender, dans les films de Clapiche aussi. Enfin, elle a quand même quelque chose. Hein, dans Eden Lake, elle est brillante. Elle est affolante dans Eden Lake. Survival, quoi. Mais là, c'est genre. Voilà. Vraiment, c'est le dialogue du film. La fin, quand ils partent en voiture, on n'en parle pas. Allez, maintenant, maman, tu conduis, on va aller rejoindre papa. Mais voilà, on est dans une enquête du perso principal qui s'avère en fait être encore un énième Rosemary Babies-like, voire un moment The Omen, parce qu'on tombe dans le rite satanique alors qu'il n'y avait rien à voir avec ça. Mais ça part dans le rite satanique religieux. Quand t'as les chirurgiennes qui, en fait, tu te rends compte, tu fais ah, en fait, c'est un costume de bonne. Voilà. Ouais. Mais les vêtements de chirurgien, en fait, c'était. Mais c'est vide de sens. Et le seul truc qui pouvait être cool dans ce film-là, à un moment donné, sur le côté cliché, les fantômes, les apparitions, il est dans la bande-annonce. Ouais, et il est gâché par un jumpscare. De toute façon, quand t'as des films comme ça, avec des enfants qui font peur, machin, c'est la malédiction à chaque fois. C'est le réalisateur de la série The Haunting of Hill House, si je dis pas de bêtises. Ça. Et qui est vachement bien, enfin qui est pas trop dégueu, mais qui est bourré de scare jump. Ouais, voilà, c'est ça qui est triste. Faut qu'ils arrêtent avec leur bande-annonce dans Netflix où il y a la moitié de l'histoire. Comment tu veux t'immerger dans le film? Faut que Netflix arrête tout court. J'ai lu le synopsis officiel, et c'est le film. Il se démerde. en parlant de se démerder, alors le meilleur pour la fin. Ah oui. C'est pas Joker. La vérité si je mens, les débuts donc de Gérard Bitton et Michel Munz, donc sorti. Oui, alors l'histoire c'est quoi? Eh ben, c'est un prequel de La vérité si je mens. Car aussi, il n'y a pas que le MCU qui existe, il n'y a pas que le Marvel Cinematic Universe qui existe, il y a le French Shit Universe qui existe. Donc, on retrouve dans le début des années 80 Patrick, fils à papa désinvolte, qui veut se transformer en talentueux entrepreneur, Dove qui quitte le lycée pour travailler et accessoirement coucher avec la femme de son patron, Yvan qui prend de l'assurance dans ses activités professionnelles mais tout en restant pingre, et on a bien sûr Serge dans son festival de bobards. Alors la vérité c'est insipide, la vérité il n'y a pas de scénar, la vérité c'est plus les sous-doués. La vérité, ça lorgne un peu sur les bidas en folie, mais voilà, je vais arrêter de dire la vérité parce que finalement, en fait, on se rend compte que oui, c'est drôle d'avoir l'accent, mais en fait, tout le monde peut le faire, l'accent pied noir. D'ailleurs, mention spéciale à l'acteur qui joue Serge Benamou, parce que je pense qu'il a passé 3 mois avec José Garcia pour apprendre à la perfection de parler comme lui, comme ça, dans le film. Non, c'est pitoyable, bien évidemment. Je peux pas dire que le film est bon. J'ai fait une blague avec un ami où on allait au cinéma et tout le monde disait « Oh alors, t'en as pensé quoi ?» On a dit pour rigoler, on va dire « Ouais, le film, non, c'est une bonne surprise. » Ouais, non, en fait, c'est une blague, hein, c'est un pur troll, hein, ce film. J'ai d'ailleurs cru. Hein. Ouais, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année, mais je peux pas dire que c'est le pire, parce que le pire, ça a été Gemini Man. Alors, oui, non, la vérité, non, c'est non, c'est que pourquoi ça fait là, c'est pas grave, ça a pris de l'argent, ça a produit un film, surtout qu'en plus, les co-réalisateurs, donc c'est les co-scénaristes originaux. Mais voilà, ils se sont dit tiens, on va faire un truc comme ça. Et ce qui est drôle, c'est que la fin, je l'ai même prédit 10 minutes avant la fin du film, ce qui était très drôle, parce que finalement, tout est prévisible. Ça veut dire que tu es capable de faire ce genre de scénario. Ouais, en fait, non, j'ai un super pouvoir. T'es comme dans les Simpsons, en fait, t'arrivais à voir les... comme dans South Park. Non, voilà, pour le coup, donc on se termine, bah ouais, la vérité, voilà. La vérité, tout simplement, quoi.
Et il y a aucune punchline, c'est-à-dire il y avait un truc qui était con, c'est que dans les premiers La Vérité, il y avait un peu des punchlines, genre il y a José Garcia qui fait je prends 500 000 comme ça, enfin il arrive de nulle part, enfin négociation. voilà le roi de la négociation, mais là il... dans les premiers, oui. Et je mais sais là, passer encore, mais là c'est festival quoi. De tête, t'as une réplique, un truc vraiment qui t'a marqué, tu t'es dit putain, ça je pourrais le ressortir. Un petit truc cool. Bah, en fait, ils ont fait plein d'extraits de ce film dans des bandes annonces ou des extraits à côté qui en fait sont peut-être les meilleurs moments du film, alors que quand je les ai vus la première fois, je fais waouh, c'est mauvais. C'est mauvais. Bah ouais, non, il y a rien, c'est pas grave, il y a rien. On a l'impression d'être un soir à Barbès à 3h du matin, il y a plus rien. Voilà, tout simplement, faut que j'arrête cet accent de pourri parce que je suis un très mauvais acteur. Je ne suis comme au niveau de José Garcia, il faut que j'arrête tout parce que moi je ne suis pas comme lui. 4 films loupés cette année quand même là. Enfin ce mois-ci dans la. Ça a été un mois catastrophique. Ça a été un mois catastrophique, disons-le clairement. Il y a que 2 films que je retiens, donc c'est Joker et Shaun le Mouton. Bah moi Joker et Joker. Non, Chambre de 112, c'était sympa. Joker, non, Joker est mieux. El Camino quand même. Joker, non, moi El Camino, je peux pas dire que je vais le retenir. Non. Ouais, c'est. Par contre, ça m'a donné envie de remater Breaking Bad une 3e fois. J'ai déjà beaucoup regardé aussi. Ouais, mais moi je vais le re-regarder encore une fois parce que ça m'a donné envie de revoir les personnages, les vrais cette fois. Par contre, juste pour Shaun le Mouton, vas-y. Il y a la suite de Chicken Run qui a été annoncée. Ouais, Chicken Run 2, Studio Hardman va revenir en force. Ça c'est très très est-ce bien. qu'ils vont reprendre le casting original? On sait pas. Enfin, je parle des voix françaises. Depardieu. D'ailleurs, Depardieu, il jouera pas. Il a été remplacé par Gilles Lelouch pour Obélix. C'est très drôle, le prochain film avec. Ça va être une belle revue critique aussi, ça. Guillaume Canet. Oh là là. Guillaume Canet. On va s'arrêter là-dessus. Et il y a Christian Christian Clavier Cinematic Universe qui continue aussi. Ouais. Non, le Racist Cinematic Universe. Pardon, désolé. Petit lapsus, on s'arrête là-dessus. On revient la semaine prochaine pour notre nouveau cycle, le Gangster au cinéma. Salut. RCN, la différence. RCN